Jean-Louis Borloo, qui a 58 ans, qui est ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable, de la mer, en charge des technologies vertes, des négociations sur le climat depuis 2007. Jean-Louis Borloo, bonjour. Vous êtes aussi président du Parti radical. Nous avons aujourd'hui sur l'antenne de Radio Classique une journée entièrement consacrée au sommet de Copenhague, donc dans 5 jours. 192 pays réunis du 7 au 18 décembre. Vous sortez d'une sorte de tournée un petit peu dans différents pays du monde pour préparer ce sommet. Quelles sont les conditions précises, j'allais dire chiffrer les objectifs de la réussite? Attendez, deux mots simplement sur... pour les Européens, les engagements sont relativement clairs. On a un sujet avec les États-Unis. Les États-Unis sont un grand pays qui a des universités, de la recherche, des industries, des scientifiques, et qui a à ce point pas confiance en lui, qu'il explique au reste du monde qu'il peut pas s'engager à plus de 3 ou 4% de réduction par rapport à 1990. C'est-à-dire, en 30 ans, il dit on saura pas faire plus, en tout cas on veut pas s'engager à plus. C'est incroyable. La perte de confiance des États-Unis dans sa jeunesse, dans ses industriels, dans ses citoyens, me paraît tout à fait stupéfiant. Jean-Louis Borloo, il y a une question qui est très précise concernant justement les Américains. Est-ce qu'ils ne veulent pas y aller pour l'instant aux conditions que vous êtes en train d'expliquer, ou est-ce que tout simplement ils ne font pas le même diagnostic que nous? Est-ce qu'ils sont pas un peu sur la ligne allègre? C'est-à-dire tout ça, c'est pas totalement vrai. De toute façon, ce sera aux scientifiques et pas aux comportementalistes de régler ce problème-là. Est-ce qu'il n'y a pas une différence de diagnostic entre l'Amérique et vous? Non, il y a une différence de méthode. Vous savez, si en France j'étais arrivé il y a 2 ans au Parlement en disant honorable parlementaire, nous allons prendre des obligations contraignantes de réduction de 30 à 40% avant d'avoir fait le Grenelle de l'environnement, avant d'avoir fait le diagnostic partagé avec les syndicats, avec les industriels, avant les ONG, je pense que j'aurais fait un succès d'estime. Parce que imaginer une économie autrement, c'est toujours quelque chose de relativement difficile. Et je me souviens de l'accord européen de 2007, bien sûr, de 2008, les 27 pays européens, pour les mettre d'accord, des pays comme la Pologne, qui est essentiellement au charbon, ou enfin, avec des énergies, des financements tellement différents, des mixtes énergétiques tellement différents, c'était très difficile. Il a fallu aller voir chaque pays un par un pour dire, mais de toute façon, le modèle, alors en douceur, mais le modèle CO2, le modèle peu performant énergétiquement, n'a pas de chance à terme. Ce sont vos emplois de demain qui seront en cause. Donc les pays tous ceux que vous avez vus sont convaincus. Alors les Européens, on a passé l'accord en décembre 2008. Alors après, il y a cette espèce d'angoisse. Ensuite, on a les grands émergents, parce que Inde, Chine, près de la moitié. Je vous donne des chiffres que vous connaissez. Inde, Chine, ils sont quand même actuellement près de la moitié de l'acier, du charbon et de fer dans le monde. Et dans un livre qui vient de publier, Jacques Attali dit que rapidement, ce sera les 2 tiers. On fait comment pour les faire changer de ligne? Alors, d'abord, permettez-moi de rappeler. Prenez l'Inde. L'Inde émet par habitant 1 tonne d'œufs, par habitant et par an. Les États-Unis, 23. L'Europe, 11,6. On parle de gaz carbonique. On parle de gaz à effet de serre. Gaz à effet de serre en général. Oui, le gaz carbonique faisant les 3/4 à peu près des gaz à effet de serre. Je veux dire, 1,2 et les États-Unis, 23. Alors, l'idée selon laquelle, compte tenu de la taille, ils seraient les principaux responsables, d'abord, ils ne le sont pas historiquement, et ne le sont même pas aujourd'hui. L'Inde a un problème, 1,2 milliard d'Indiens, 450 millions dans la plus grande pauvreté, et en plus, ils sont déjà impactés, eux, par le chaos climatique, beaucoup plus que nous. Donc, si vous voulez, allez commencer à expliquer que c'est de leur faute, et que c'est à eux de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, c'est paradoxal. Alors, ce qui est vrai, c'est que le développement est jusqu'à présent associé à émissions de gaz à effet de serre. Ces pays-là se sont mis dans des programme, je pense à l'Inde, je reviens de New Delhi, un programme en 8 points pour déconnecter la croissance économique et la croissance carbone. Mais commencer par dire c'est à eux d'abord de faire ce travail me paraît un peu stupéfiant. D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment justement que les préoccupations globales des gens, des Français, des responsables politiques sont concentrées sur Copenhague? Non, mais je crois qu'on peut dire qu'on est à un tournant absolument décisif de l'histoire du monde. J'ai aucun doute. Nous sommes la première génération
qui sait pertinemment que on est sur un modèle fossile, non renouvelable, très émetteur, qui pose une difficulté, on a absolument les moyens, sans aucun drame, sans régression, de réorganiser un peu nos modes de production et de consommation. Donc c'est à la fois très excitant, ça va même aller plus loin. Vous savez, Copenhague, c'est un peu Pittsburgh 2. C'est-à-dire qu'il va y avoir des financements innovants, alternatifs, pour l'Afrique notamment. Enfin, quand je pense que 23% des Africains ont accès à l'énergie. Donc vous croyez au succès? Mais je suis fabriqué d'abord comme ça. Je suis en charge de cette négociation. Donc, je rencontre tous les pays du monde un par un pour convaincre. Évidemment que je dois avoir la foi du charbonnier, parce que si moi je l'ai pas, je ne sais pas qui va l'avoir. Mais justement, on vous écoute tranquillement, mais avec passion, parler de tout ça, et on se dit, en vous écoutant, que le débat sur l'identité nationale, ça paraît totalement accessoire, que c'est quand même peut-être un artifice politique dans la perspective des régionales. Donc est-ce que vous vous sentez embarqué dans cette majorité qui réfléchit à des problèmes qui sont peut-être artificiels, alors que vous êtes plongé dans des problèmes qui concernent la planète? Non, mais il n'y a pas de hiérarchie des sujets. Si vous avez tout à l'heure un problème, un membre de votre famille, ça sera le sujet le plus important de votre journée, le plus important que enfin, vous ne vous levez pas le matin en vous demandant il y a une panne de Marseillaise en France, alors que vous vous posez la question, effectivement, des gaz à effet de serre. Oui, mais il n'y a pas, une fois de plus, il n'y aurait pas des matières nobles en politique et des matières qui ne le seraient pas. C'est un tout, une société, elle est fragmentée, elle est fragile, il y a des problèmes tous les jours, l'actualité à laquelle, au sens d'événements auxquels il faut évidemment réagir. Donc voilà, il n'y a pas de hiérarchie.